Allez, on essaye à nouveau de lancer ce petit live. Donc désolé tout le monde, petit problème de logiciel, je sais pas pourquoi, mais Streamlab m'a fait un truc bizarre. Bref, bienvenue sur ce live donc où on va donc parler tous ensemble de calendrier, de FIFA et de toutes ces choses qui nous amusent beaucoup. Alors, on est dans une bonne journée bien sixa de football parce que là c'est pas mal l'actualité, c'est quand même bien dégueulasse. On va attendre de voir comment tout ça se déroule, mais tout ça est bien dégueulasse de tous les côtés. Et nous on va se concentrer un petit peu donc sur cette histoire de calendrier et pour faire suite à ma dernière vidéo, donc comme je vous disais, une vidéo que tout le monde a vu bien entendu, puisque je suis le youtubeur le plus connu en matière de football, donc voilà, qui s'appelait « Non, il n'y a pas plus de matchs en 2024 qu'il y a 20 ans », ou en me basant sur ce rapport de l'Observatoire du football, mais aussi tout simplement sur les statistiques pures, le nombre de matchs joués par saison, on se rendait compte qu'en fait, il n'y avait pas une si grande différence entre Rodri, Haaland et Patrick Vieira et Thierry Henry. Donc, c'était contre-intuitif, c'est contre-intuitif pour moi parce que franchement j'étais persuadé qu'il y avait qu'on jouait plus de matchs aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux compétitions, etc. Mais en réalité non, et surtout si on se base sur le rapport de l'Observatoire du football qui est beaucoup plus complet que mes petites comparaisons sur les carrières des joueurs. Mais ce dont on s'apercevait assez clairement, c'était que les grands joueurs, ça fait très longtemps qu'ils jouent énormément de matchs et à peu près le même nombre de matchs. Justement, donc c'est le premier truc, c'est que j'ai pas envie de dire que ce n'est pas un problème et que c'est un truc qui n'existe pas. Ça existe, et donc les revendications des joueurs qui à l'heure actuelle s'en plaignent, eh ben ils ont raison de s'en plaindre. J'ai pas envie de dire non mais c'est n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Ce qui est pour moi n'importe quoi, c'est de dire que c'est un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. Mais par contre, ça n'empêche pas, voilà, aux joueurs de pourquoi pas dire bah on joue trop de matchs, on veut pas jouer autant de matchs, et on peut aussi s'interroger sur la pertinence de placer certains matchs, certaines compétitions qui ne servent pas à grand chose. Donc c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant, et surtout avec la Coupe du Monde des clubs qui promet de bientôt faire avancer. De bientôt faire augmenter encore plus le nombre de matchs. Et l'autre truc aussi que je voulais mettre en avant quand on parle de l'augmentation du nombre de matchs, c'est de dire c'est pas l'augmentation du nombre de matchs pour tout le monde en fait, c'est l'augmentation du nombre de matchs pour l'élite de l'élite de l'élite, c'est-à-dire l'élite, les joueurs titulaires de l'élite des plus gros clubs de l'élite, des plus gros clubs du top 5. C'est ça l'élite de l'élite de l'élite. Et ça fait un moment. Thierry Henry jouait déjà 65 matchs par saison. J'avais pris cet exemple qui était très parlant parce que déjà c'était un joueur que j'aimais beaucoup et je trouve qu'on l'oublie un petit peu aujourd'hui. Mais González Raúl Blanco, c'était ça son nom en entier d'ailleurs? Est-ce que Raúl González Blanco, excusez-moi, autant pour moi, il a joué entre 1995 et 2005 environ. Enfin, pas environ, il a joué 10 saisons à plus de 52 matchs. C'est-à-dire que ça date pas d'hier, 95 à 2005. C'était il y a bientôt 30 ans. C'était entre 30 et 20 ans. Il jouait déjà plus de 50 matchs par saison et il a fait des saisons à 69 matchs, etc. Donc c'était le premier point que je voulais éclaircir un petit peu. Et ensuite, je voulais aussi un peu répondre aux commentaires positifs et puis aussi à développer un truc qui m'est venu, surtout après avoir entendu Christophe Dugarry dire que
Si l'équipe de France était moins populaire, c'est parce que les joueurs avaient pris position. C'est sûr. Enfin, bon, je pense que c'est surtout parce que le jeu est chiant et qu'on ne comprend rien à la Ligue des Nations et qu'on ne comprend donc pas pourquoi ces matchs existent. Et que même s'il y avait des compétitions de merde au niveau international il y a 25-30 ans, on pouvait comprendre leur utilité, que ce soit le tournoi de France ou il y avait le tournoi du Maroc, je crois, un truc comme ça. Tu disais, bon, ok, c'est de la préparation avant la Coupe du Monde 98. La Coupe des Confédérations, tu disais c'est une coupe de merde, mais c'était une coupe, tu comprenais là où ça allait venir. La Ligue des Nations, franchement, je comprends que dalle. Enfin, si, j'ai compris, quoi, mais c'est tellement pas excitant comme truc. Mais bon, c'est sans doute parce que il y a 3 joueurs qui ont dit il faut éviter les extrêmes. Ouais, bah oui, voilà, grosse prise de position. En effet, bon, bref. Et justement, sur le calendrier, on va rester dans le foot, hein, on va rester sur le côté sportif, parce que ça aussi, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils se plaignent du nombre de matchs joués, qui ferment leur gueule et qui jouent avec ce qu'ils sont payés, etc. » Alors, ils sont très bien rémunérés, les footballeurs, c'est vrai. Mais en fait, en faisant cette comparaison, il y a 20 ans, nombre de matchs joués, aujourd'hui, nombre de matchs joués, l'une des questions qui me taraude, c'est est-ce que c'est simplement que les footballeurs, aujourd'hui, ils osent se faire entendre? Parce que peut-être qu'il y a 20 ans, ils se disaient déjà, on joue beaucoup, mais ils ne disaient rien. Regardez, Aujourd'hui, donc là, je vais vous mettre ça. Aujourd'hui, donc c'est assez marrant. Il y a la FIFPro Europe qui a déposé une plainte contre la FIFA. Réunis lundi à Bruxelles, les ligues européennes, la Liga et la branche européenne du syndicat des joueurs FIFPro Europe ont expliqué pourquoi ils ont décidé d'attaquer la FIFA, responsable de l'organisation du calendrier mondial, pour conflit d'intérêts en étant instance régulatrice, organisatrice et actrice des compétitions en violation du droit européen. Et il se base notamment sur il doit être ici, sur un rapport qu'ils ont commandé, qu'ils ont commandé à Football Benchmark, qui analyse la charge de travail des footballeurs. Alors c'est un rapport qui est assez intéressant et où on voit, voilà, notre ami Mbappé qui dit machin, devons réfléchir ensemble à la manière d'offrir la meilleure solution, le calendrier est de plus en plus chargé, Bellingham qui dit c'est difficile pour le corps, Valverde, trop c'est trop aujourd'hui, Bernardo Silva, etc. Tous les joueurs, Tchouaméni, etc. Et ils expliquent, il y a tout un truc, c'est assez intéressant sur la charge de travail, on va peut-être y revenir un peu plus tard, mais il y a cette petite pyramide ici, où ils expliquent par rapport à ce qu'ils demandent aux préparateurs physiques et aux entraîneurs, le nombre de matchs à ne pas dépasser par saison. Et que le minimum, voilà, qu'à partir de 55 matchs par saison, on entre dans la catégorie charge excessive. Et donc, ce rapport explique que voilà, c'est nouveau, machin, tout ça. Encore une fois, voilà, 55 matchs par saison. Thierry Henry... Thierry Henry, hop, on va aller... Il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. 55 matchs par saison, 58, 61, 58, 68, 63, 60, 57, même à la fin de sa carrière, à Barcelone, il y a quand même des 51, etc. Donc, quand j'entends que c'est nouveau, c'est pas vraiment nouveau. Et d'ailleurs, Thierry Henry, parce que ça donne aussi l'impression ça donne l'impression que je tape sur Thierry Henry. Mais il y a quelques temps, Thierry Henry était venu dans mon émission préférée, Rotten sans flamme, bien sûr, et il avait dit ça.
Machin. Donc à 17 ans, bien sûr, j'étais content. On a gagné la Coupe du Monde, bien sûr. Mais il y a un truc beaucoup plus important, l'aspect mental, l'aspect physique que les gens mettent de côté de temps en temps. Et ça fait longtemps que les joueurs jouent beaucoup. Il fallait jouer, il fallait courir. Moi, je suis en train de parler, je suis en train de vous dire ce que vous n'avez pas vu, pas entendu, pas vécu. C'était juste après la Coupe du Monde. Je retourne un soir et bien sûr, ça tape. Ça dit que je ne veux pas jouer. Donc, j'ai joué comme un imbécile et j'ai aggravé ça. Maintenant, on en parle un peu plus. Le joueur est un peu plus ouvert. Donc, en fait, même Thierry Henry avait conscience qu'à l'époque, il jouait plus, mais il n'en parlait pas. Et c'est là le truc, moi, qui m'intéresse. Je pense que les joueurs, aujourd'hui, ils se sentent d'enfin ouvrir leur gueule. Parce qu'il y a 20 ans, ils jouaient déjà peut-être un tout petit peu moins de matchs. Peut-être que ça a tendance à encore s'empirer avec la Coupe du Monde des clubs, avec un petit match qu'on rajoute par-ci, un petit match qu'on rajoute par-là. Mais il y a 20 ans, il y avait aussi des Coupes des Confédérations, des Ligues des Champions à 2 tours, des trucs à la con comme ça. Mais les joueurs, ils fermaient leur gueule. Les joueurs, ils avançaient, ils travaillaient et il y avait une sorte d'apathie. C'était même pas une apathie, c'était juste un état de fait. T'étais là, t'étais footballeur, tu jouais, il fallait être dans la compétition, essayer d'être le meilleur et il y avait rien de plus. Il y avait eu quelques bribes de rébellion. On se souvient notamment de cette tentative de syndicat des joueurs mondiaux avec le regretté Didier Roustan, Maradona, Cantona, mais on parlait, c'était mené, voilà, bon, par Roustan, mais aussi par des joueurs qui étaient déjà vus comme des rebelles, des Cantona, Maradona, des Stoïkov, des mecs qui étaient en marge un petit peu du football mondial. Enfin, ils n'étaient pas en marge, mais ils étaient déjà considérés comme des rebelles. Là, on parle de Tchouaméni, Bernardo Silva, pas vraiment des gros rebelles, des Van Dijk, des trucs comme ça. Donc, vraiment, je pense que j'ai envie de me demander, est-ce que le joueur a en fait pas enfin développé une conscience de son activité? Voilà. Est-ce que le joueur, il n'a pas enfin développé une conscience de son activité? Est-ce qu'il a enfin conscience de se dire oui, je joue autant de matchs, il faut que je fasse attention. Il y a des joueurs qui commencent aussi à parler de santé mentale. Thierry Henry, encore une fois, parce que je veux pas que lui taper dessus, mais lui, il s'est ouvert sur des burn-out, des trucs comme ça qu'il a pu avoir dans sa santé. Il y a des risques. Le rapport de la FIFPro, là, il insiste sur la charge de travail, sur le fait d'être toujours en déplacement, et aussi ils insistent beaucoup sur des plages de repos, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de plages de repos. Ça pose d'autres questions par rapport à la télé. Est-ce que, étant donné qu'il faut tout le temps programmer des matchs, eh ben, ça entre en conflit avec ces plages de repos potentielles pour le joueur? Et puis enfin, il y a des problèmes physiques, comme ce qu'a pu souligner Alan Shearer avec le jeu de tête, ou même Raphaël Varane récemment. Enfin, donc une fois qu'on a dit, donc est-ce que le joueur ouvre enfin sa gueule, est-ce qu'il a enfin conscience de son activité, on peut aussi se demander si tout ça s'est rendu possible par le fait que comme l'a dit Nico du podcast, les joueurs sont devenus tout puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le joueur, il est son propre média, sa propre marque, il est sa propre entreprise. Et peut-être que le joueur à ce très 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 haut niveau d'élite, de l'élite, de l'élite, eh ben, il agit comme... comment dire? Parce que j'ai pas vraiment envie de dire comme une entreprise, parce que ça peut être vu comme négatif, mais en tout cas, il a conscience qu'il faut qu'il prenne soin de son outil de travail. Il a conscience que sans lui, eh ben, les matchs ne peuvent pas avoir lieu, donc il va falloir respecter ses demandes. Est-ce que c'est négatif? Pas forcément, surtout quand ils disent il faut respecter nos demandes, sinon il y aura moins de spectacles. Et donc ces footballeurs, ils se disent il faut que je respecte mon outil de production, un petit peu, qui est mon corps. Il faut que vous respectiez cet outil de production sans lequel vous ne pouvez pas produire vos trucs et sans lequel je ne peux pas produire un produit. Les produits qu'ils offrent au public, les footballeurs, ce sont leurs prestations et des matchs de haut niveau. Et j'ai l'impression que le footballeur, maintenant, il a pris toute cette conscience-là et que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et qu'il ne faut donc pas comment dire, ne pas écraser ce truc, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu faire ce petit live,
parce que j'ai pas envie que mon propos dans ma vidéo précédente ait l'air de, comment dire, tourner en ridicule les revendications des footballeurs de 2024. Ils ont raison de se plaindre du calendrier, mais par contre, les observateurs, ils doivent souligner ce que soulignait Henry il y a un an, que ça fait longtemps que les joueurs jouent beaucoup, il faut jouer, il fallait courir. Voilà. Donc ça fait un petit peu monologue et faut voir leur hygiène aussi. Ça aussi, on va en parler. D'abord, tu me dis Platini a fait 8 saisons à 50 matchs. Ah ouais, je vais aller voir ça, ça m'intéresse. Parce que combien de matchs Michel Platini a fait? Donc Michel Platini qui avait terminé sa carrière très tôt, hein, d'ailleurs, on va aller voir ça ensemble. Il avait pris sa retraite, il me semble, à 32 ou 33 ans, hein, vraiment. Il est né en 55 et il prend sa retraite en 87, si je dis pas d'erreur. Donc ça veut dire, oui, il avait 32 ans. Notre ami Michel, avec qui, bon, on peut bien s'arranger de temps en temps. Voilà, ici, on va peut-être augmenter un petit peu. Donc le nombre de matchs, en effet, il y a, avec Saint-Étienne, les sélections nationales. T'avais donc la D1, la C3, la Coupe d'Europe, et en fait, oui, tu arrives vite, et les coupes. Oui, si tu vas loin, en fait, dans toutes ces compétitions, forcément, 52, 56, 55, 58, 52, 52, 52. Et ouais, c'est pour ça aussi que Michel, il était un peu cramé à 32 ans. C'est pour ça. C'est pour ça. J'avais pas vu Bertrand Mercier de me le faire remarquer. Mais c'est vrai que j'ai même pas été chercher plus loin que les années 2000, parce que ça fait déjà, mine de rien, 24 ans maintenant, l'an 2000. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Pour les gens de mon âge, nous sommes vieux maintenant. Donc, mais c'est vrai que même en remontant plus loin, je suis sûr qu'on va trouver des dingueries, parce que tu avais aussi des compétitions à la con, des trucs à la con qui existaient déjà. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant et ce qui est souligné dans ce truc aussi, vraiment, encore une fois, c'est qu'on parle pratiquement toujours que des joueurs des top clubs, quoi. En fait, par exemple, il y a ce truc ici, top 10 des joueurs en fonction de leur apparition. Parce que eux, ils mettent aussi inclusion totale dans l'équipe le jour de match, parce que ça prend en compte donc la charge mentale, le fait de se déplacer, etc. Mais nous, on va regarder ça. Apparition totale effectuée lors de la saison 2023-2024. Regardez les clubs, regardez les clubs. C'est pas Brest et Lorient. C'est Manchester City, Liverpool, Real Madrid, un petit Aston Villa, Atlético, un petit Galatasaray, Arsenal, Liverpool, Barcelone, Atlético, Arsenal, Leverkusen. Donc vraiment, c'est important aussi de se dire, qu'il y a vraiment ce truc, quoi. Quand on parle de calendrier surchargé, on parle de calendrier surchargé pour Phil Foden, Darwin Núñez et Yann Oblak. On ne parle pas de calendrier surchargé pour Romain Fèvre, Romain Fèvre, Maxence Cacré et je sais pas, et TJ Savanier. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, qui c'est qui va aller faire les barbecues pour TJ? Joueur qui est très attachant d'ailleurs, parce que justement, il n'est pas dans ce truc de surjouer, etc. Donc ça, c'est intéressant, vraiment, vraiment intéressant de souligner ça. Et le fait que ce soit Julián Álvarez qui est le joueur le plus sollicité la saison passée, pas surprenant non plus. Pourquoi? Parce que ce sont les joueurs sud-américains qui jouent le plus, qui doivent se déplacer, qui doivent aller à l'autre bout du monde. Et les éliminatoires en Amérique du Sud, ça ne date pas d'hier. Le fait qu'il y ait des tas de matchs, le fait que par contre maintenant les matchs amicaux soient joués en Chine pour l'équipe d'Argentine ou en Europe, ça peut être un petit peu nouveau. Donc ça, c'est de la charge qu'on rajoute. Mais voilà, quand on voit Luis Diaz, Darwin Núñez, Julián Álvarez, tout ça, ce n'est pas nouveau, et tout ça, c'est pas surprenant. Mais ces mecs-là, maintenant,
voilà, ils se réapproprient un petit peu leur place. Donc je vais vous lire un petit peu The Duke qui dit: le joueur qui se réapproprie sa place dans le monde pro va sans doute être conforté par le nouveau statut établi par l'arrêt Lassana Diarra. Non, sans doute, sans doute. Ça, on en fera un épisode. J'ai commencé à regarder un petit peu. C'est vrai que ça peut être intéressant et c'est notamment intéressant même par rapport à ce dont on discute aujourd'hui, c'est-à-dire que avant il y avait une véritable unité, il y avait voilà la FIFA, l'UEFA qui dictaient les règles, tout le monde suivait. Maintenant il y a de plus en plus de ligues qui commencent à se diviser, maintenant il y a des clubs qui veulent s'indépendantiser de ce truc et il y a même des joueurs qui veulent s'indépendantiser de tout le truc à être leurs propres entreprises. Donc en fait on va vers un éclatement un peu du monde du football, ou en tout cas vers une reconfiguration. Et en effet, si tu peux partir de ton club, alors c'est pas encore fait, il y a encore des règles, il y a encore des trucs, mais si une fois que tu joues plus, tu peux partir de ton club, ouais, ça va être compliqué. L'emprise du club est affaiblie, dit Duke. Ben, je pense que surtout l'emprise des institutions, des ligues est affaiblie. Je pense que l'institution des ligues est affaiblie. La FIFA et l'UEFA, ils luttent pour justement garder leur influence. Donc voilà. Ricky qui dit: s'il y a moins de matchs, Dazen et consorts baisseront le prix de leur abo et les salaires des joueurs baisseront aussi et seront mieux partagés entre titulaires et remplaçants des remplaçants. Tuamini demande ça aussi, non, c'est cool au final. Je sais pas, je pense que t'es un petit peu optimiste, Ricky. Je pense que s'il y a moins de matchs, tout le monde va paniquer et qu'on va donner encore plus d'argent aux stars parce qu'on va dire: oui, mais c'est pour elles qu'on... C'est pour elles qu'on s'abonne et c'est pour ça que les gens ils vont se mettre. Peut-être que par contre ça fera jouer plus les jeunes parce que on paiera moins de salaires exorbitants des joueurs moyens, comme le dit Bertrand, comme le dit Kim. Mais ouais, je suis pas certain. Moi je pense que je vois pas comment ça peut évoluer correctement ce truc, quoi. Ça va vraiment, franchement c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Mais voilà, donc cette vidéo, moi je voulais la faire surtout parce que je suis un peu tatillon et j'aime pas quand j'entends des arguments, des trucs, on répète des lieux communs. Il y a un truc qui m'est souvent venu. Le gros club pourrait faire tourner aussi. Vous savez que c'est une de mes marottes, ça, le fait que le temps de jeu est très mal partagé. Et c'est assez drôle, vous savez, ce truc, c'est un autre rapport, parce que c'est bien d'utiliser les statistiques pour des choses utiles des fois. C'était un autre rapport qui avait donc... il faut que je retrouve ça, parce qu'ils en reparlent ici, ils ont fait avec 3 clubs, qui avaient établi, voilà, c'est là, qui avaient établi que généralement, donc 11 joueurs se partagent 70% du temps de jeu. 16 joueurs s'en partagent 83%, je crois. Et je sais plus, ou je pense que c'était ça, 11, 70, 16, 83 ou 90. Et après, au-delà de 26, plus personne ne joue, plus personne n'a de minutes de temps de jeu. Donc on a ce petit truc ici, où ce fameux rapport sur lequel la FIFPro se base, il y a aussi cette étude des temps de jeu de Al Hilal, la Lazio et le Dynamo Zagreb, en sachant que le Dynamo Zagreb, donc c'est absolument n'importe quoi. Il y a ce défenseur français qui est parti jouer là-bas, qui explique qu'ils font tourner, ils achètent des joueurs, ils les dégagent, ils font n'importe quoi. Donc voilà, le Dynamo Zagreb a utilisé 49 joueurs, en sachant qu'il y en a la moitié qui ont joué 2 minutes du temps de jeu. Et malgré tout, on voit qu'ici, qu'à partir, on va dire, voilà, ça c'est 90% du temps de jeu. Donc à 90% du temps de jeu, pour faire 90% du temps de jeu, à la Lazio, il y a besoin de 19 joueurs, on va dire. Pour 90% du temps de jeu à Al Hilal, il y a besoin de 16 joueurs. Et pour 90% du temps de jeu à Zagreb, il y a besoin de 24 joueurs. Mais même en partant du truc de Zagreb, en sachant
qu'il y a... Non, c'est pas Catherine qui est le joueur, le défenseur. C'est sur la chaîne du Club des 5, Maxime, je me souviens plus de son nom. Je vais retrouver ça. Mais tout ça pour finir, en fait, on achète plein de joueurs. Les joueurs se plaignent de trop jouer, mais les joueurs veulent tout jouer. Donc il y a aussi une réflexion que les joueurs doivent avoir en se disant ok, non, laissez-moi remplaçant. Ce match-là, je ne suis pas obligé de le jouer, j'ai besoin aussi de me contenir, etc., enfin de m'entretenir. Ce que disait aussi Elias Baïf quand on en a discuté sur Twitter, c'est que les grands clubs, dans leur volonté d'ultra-domination, en fait, ils surexploitent leurs joueurs parce qu'ils ne font jamais tourner. Parce que à Manchester City, tu ne fais jamais sortir Pedri. Parce que tu te dis, bah ouais, mais il est trop important. Donc tu le fais jamais sortir. Tu le fais tout le temps jouer. C'est ta plaque angulaire. Et tu dis, c'est ta plaque tournante plutôt, et la pierre angulaire. Et c'était la même chose il y a 20 ans avec Patrick Vieira. Tu disais on fait tout jouer. Et quand il y a un joueur qui ne veut pas jouer, qui dit ah bah oui, peut-être que ce match-là il n'est pas important, vous pouvez passer de moi, sinon je vais vivre une saison compliquée. On dit espèce de feignasse, t'as pas honte, tu devrais être là, tu dois tout jouer, tu dois être le mec comme ça. Donc il y a tout un rapport au temps de jeu des joueurs à faire évoluer. Donc ça c'est important et c'est vraiment un truc à garder en tête, notamment au moment où lors de tous les mercatos, on dit ah bah en fait l'effectif il est court. À chaque fois on dit l'effectif il est court. Non, l'effectif il est pas court. Si tu as 23 joueurs et des jeunes, tu peux faire jouer enfin t'as pas besoin de plus de 23 pros en fait, et avec le reste tu t'incorpores des jeunes. Ça sert à rien de mettre des jeunes, d'avoir 35 joueurs sous contrat. Ça sert à rien du tout. À rien du tout. Non, voilà l'interview de ce joueur parti. Donc c'est sur le Club des 5, sur leur chaîne YouTube. Et c'est Maxime Bernauer qui jouait avant au Paris FC. Et c'est très intéressant. Il est très positif sur Thierry Lauré notamment, qu'il a eu comme coach. Donc voilà. Donc l'autre truc aussi voilà, que je voulais regarder avec vous, c'est qu'on m'a beaucoup dit dans les commentaires, si c'est pas lié à une mesure de l'intensité de l'effort demandé, l'étude n'a pas grande valeur. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, comme moi, ne pouvaient pas penser que c'était possible. On m'a aussi demandé si les blessures étaient plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien aussi me pencher. Voilà, l'intensité est plus importante maintenant comparé aux décennies précédentes. Vraiment, il y a beaucoup de commentaires qui sont sur le fait qu'il y a de plus en plus d'intensité dans les matchs. Alors, c'est intéressant. C'est aussi un truc naturellement, j'aurais envie de dire, oui, il y a plus d'intensité dans les matchs. Mais ensuite, je me dis quand même, est-ce que il y a 20 ans, lorsque Thierry Henry, je le prends toujours comme exemple, mais Patrick Vieira allait à l'entraînement, vous vous souvenez des histoires qu'on entendait à l'époque? Tout le monde nous disait oui, là-bas l'intensité est folle, t'arrives en première ligue, chaque contact, boum, ça tape fort, il faut être à 300% à chaque fois. Moi je me souviens d'une interview qu'on avait fait pendant le confinement avec Edouard Cissé qui nous disait oui, non, mais là-bas en fait t'es à fond à chaque entraînement, et si t'es pas à fond, ils s'en tapent, ils te mettent dans le vestiaire à côté. De toute manière, ils ont 40 joueurs sous contrat, ils s'en tapent de toi. Donc c'est pas comme en France où tu peux un peu avoir des demandes, des machins, des trucs comme ça. Donc en fait, au niveau de l'intensité, je pense qu'il y avait déjà énormément d'intensité il y a 20 ans, ou en tout cas que c'était un peu le seuil limite à laquelle tu avais été formé. En fait, tu vois, tu es formé,
tu es entraîné pour avoir un certain niveau de performance et lorsque tu arrives dans ces clubs-là, c'est le seuil maximum. Maintenant, peut-être que quand tu es formé, on pousse ton corps à aller encore plus loin, plus jeune. Je sais pas. Je sais pas et c'est vrai que ce serait intéressant d'un peu de chercher l'intensité, mais je pense qu'il y avait une intensité différente. Il y avait aussi des contacts qui étaient extrêmement rugueux. Encore une fois, tous les mecs t'en parlent et dans cette interview qu'Henry avait donnée, et il dit quand j'arrive à Arsenal, Lee Dixon, Tony Adams et tout, ils m'ont mis des sales coups pour me faire comprendre ici tu es à Arsenal et il va falloir t'endurcir machin. Je pense qu'aujourd'hui on met beaucoup moins de coups aussi à l'entraînement. Donc il y a tout un truc comme ça. Après c'est un petit peu c'est difficile de se positionner là-dessus parce que j'ai pas d'études. Si j'en trouve une, j'en parlerai. Et logiquement, je vous dis, je suis plutôt aussi à penser comme vous que l'intensité est plus grande. Par contre, il y a un autre truc dont parle beaucoup, encore une fois, ce rapport de la FIFPro qui est assez intéressant, même si forcément il est il est un petit peu orienté vers le fait de donner raison à ses joueurs, on le comprend, et il faut le prendre en contrebalance du rapport de l'Observatoire du foot qui dit qu'il n'y a pas plus de matchs, mais aussi en complément, parce qu'il dit des choses intéressantes, notamment sur la charge de travail. Parce que ce dont parle ce rapport, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de matchs où il faut voyager, où il faut être à l'étranger. Il n'en parle même pas, mais il y a beaucoup plus de matchs aussi qui sont télévisés. Et la télévision, ça rajoute aussi une certaine charge mentale. Le fait d'aller que le fait de faire des tournées promotionnelles en Asie se soit complètement démocratisé, que même un club comme l'OM maintenant va faire des tournées aux États-Unis, ce soit totalement normal, ça rajoute aussi des difficultés. Je me souviens que Villas-Boas avait expliqué, il faisait très chaud le moment où ils étaient partis faire cette prépa aux États-Unis, il faisait très chaud, il faut s'entraîner dans des conditions différentes, il y a un décalage horaire, il y a plein de choses comme ça. Donc en fait la charge de travail, à mon avis, c'est quand même augmenté, et il y a peut-être plus que l'intensité, il y a la charge de travail de manière générale. Ensuite, Ricky dit les progrès de la médecine et des prépas sont-ils pris en compte? Non, justement, c'est un autre point intéressant parce que je pense aussi que même si l'intensité est plus grande, aujourd'hui, tu as un nombre de techniques, professionnelles liées à la médecine, qui te sont mis en place pour mieux te préparer. Tu as plus de kinés, tu as des staffs beaucoup plus grands, tu as des spécialistes que de la médecine du sport. Tu en avais déjà, mais tu en as beaucoup plus aujourd'hui. Les joueurs ont des coachs personnels, ont des personnes qui les entourent pendant longtemps. Et un autre truc aussi qui m'intéresse beaucoup, moi, je vais chercher un petit peu là-dessus, mais c'est aussi le sentiment à un moment de me dire... Mais en fait, les joueurs, ils partent plus tard à la retraite. Si on prend en compte un mec comme Payet, quoi. Payet, il était connu, à tort ou à raison, chacun se fera sa propre religion là-dessus, mais disons qu'il a souvent été caricaturé comme quelqu'un qui n'avait pas la meilleure hygiène de vie. Le mec, il joue tout le temps, il joue encore à 37 ans. Iki, tu me dis Ronaldo, c'est l'exemple, mais Ronaldo, c'est comment dire, l'exemple inverse, quoi. Lui, il était caricaturé pour faire des abdos avant de sortir du lit, quoi. Donc c'est compliqué. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs quand même qui tournent, qui prennent leur retraite beaucoup plus tard, à 37, 38, 39 ans. Avant, c'était soit tu étais Sylvain Castendutch, soit tu joues au Milan. Pour des raisons qu'on ignore. Très grand club Milan que j'aime beaucoup. Astima qui dit bonjour, il ne faut pas comparer les équipes de Ligue des Champions ou C3 avec le reste des championnats. Oui et non, parce que
les championnats brésiliens ou colombiens, par exemple, tu as beaucoup plus de matchs. Ensuite, tu as aussi les équipes asiatiques, par exemple. Tu as aussi des joueurs qui vont jouer la Coupe d'Asie au milieu de la saison. C'est un truc aussi que le rapport de la FIPRO essaie de mettre en avant, le fait qu'il y a la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique, que les calendriers ne sont pas harmonisés. Tu as des choses comme ça. Donc en fait, si, et en Asie, tu as aussi des équipes qui jouent énormément de matchs. Mais encore une fois, généralement, en Europe, on parle de quoi? Quand on dit on joue trop de matchs, on parle de Alvarez, de Luis Diaz, voilà, les joueurs des top clubs, les joueurs qui appartiennent à l'élite de l'élite de l'élite, et on s'en bat les couilles des TJ Savanier de ce monde. En fait, on s'en tape des TJ Savanier de ce monde. Il y a un truc qui m'a toujours un peu marqué pour avoir passé pas mal de temps en conférence de presse, c'est quand tu te dis, ok, il y a plein de joueurs qui se plaignent de la cadence, et souvent... Moi, je me souviens que les premières questions qui arrivent souvent après les trêves internationales, c'est vous n'allez pas manquer de rythme, coach, joueur, machin. Bah, Momeité, il va manquer de rythme à un moment, il joue jamais. Voilà, et c'est ce genre de mec, on s'en tape, on pense pas à eux. Parce que, en fait, si on prend le truc dans son ensemble, il faut qu'on dise, il faut qu'on force les titulaires aussi à laisser un peu leur place aux remplaçants de temps en temps. Il faut qu'on force aussi des équipes à moins jouer. Ou à jouer avec tous leurs remplaçants, etc. Et il faut qu'on arrête de recruter, il faut qu'on fasse jouer des joueurs. Ce matin, j'ai lu dans la Provence un article sur le temps de jeu des jeunes du centre de formation. Ils vont jamais jouer. Mais en même temps, l'OM ne joue pas de coupe européenne. Donc comment vous voulez qu'ils jouent, ces mecs-là? Ils vont pas jouer, c'est sûr et certain. Et on a recruté suffisamment. Et pourtant, on n'a pas assez recruté pour plein de monde. Il faudrait recruter plus. Il faudrait avoir une doublure de la doublure. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Sans dénigrer, je ne crois pas que le rythme des joueurs du Havre ou Montpellier ait beaucoup changé en 20 ans. Non, c'est pas... tu dénigres personne, Astima, quand tu dis ça. C'est justement aussi ce que j'essayais de prouver dans cette vidéo, dont je vais bien sûr vous mettre le lien, comme ça je vais bien faire la publicité de mon travail à un moment. En fait non, on ne parle que des très gros joueurs, et même les très gros joueurs, j'insiste, ils n'ont pas non plus tant évolué en fait au niveau du nombre de matchs. Il commence à y avoir une augmentation, il y a un risque, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas complètement dire ils se plaignent pour rien, etc. Il y a un petit risque, il y a un risque là, dans les années à venir, que ça augmente. Mais ce que j'essayais de montrer, ce que l'Observatoire du football montrait, c'est qu'en réalité, le nombre de matchs n'a pas tant augmenté. Après, ce que le rapport de la FIFPro montre, qui à mon sens est intéressant, c'est que par contre la charge de travail peut elle avoir augmenté. Et après, ce qu'on montre aussi quand on va porter plainte contre la FIFA, c'est que ce n'est pas ce n'est pas Le Havre et Montpellier, pour reprendre ta description, Stima, hein, Le Havre et Montpellier, qui sont deux clubs tout à fait respectables. Le Havre, le doyen des clubs français, Montpellier qui fête ses 50 ans, il me semble que c'est 1974, Montpellier, la date de création, mais en tout cas Montpellier, voilà, un club tout à fait respectable aussi, mais c'est pas ces clubs-là, c'est pas eux en fait qui vont porter plainte, c'est les ligues européennes, la Liga et la branche européenne du syndicat des joueurs. Bon, voilà, on voit, et donc Séphérine, le président de l'UEFA, quand il a entendu parler de ces plaintes, tout ça, il a expliqué. En revanche, qui se plaint? Ceux qui ont les salaires les plus élevés et les clubs qui ont 25 footballeurs de haut niveau. Ceux qui gagnent moins et ont à peine 11 joueurs ne se plaignent pas et adorent jouer. Bon, bien sûr, encore une fois, la vérité est entre les deux. La vérité est entre les deux. Il n'y a pas parce que Séphérine, il est bien gentil, mais d'un autre côté, il a quand même augmenté le nombre de matchs. Bon, on peut dire la Conference League, tout ça, il a essayé de créer autre chose, mais
il y a pas mal de trucs, enfin, il y a pas mal d'hypocrisie, quoi. On va pas se faire, on va pas faire comme si Séphérine était un défenseur du football populaire et que la FIFPro était une défenseuse uniquement, ou un défenseur, parce que c'est un syndicat, uniquement des super riches. Mais voilà, il faut prendre tout ça en compte et c'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce petit live parce que c'est un peu facile et voilà, c'est mieux de faire ça en live parce que c'est plus une discussion qu'autre chose et puis on met plein de trucs pêle-mêle. Mais quand on parle de foot et qu'on fait toujours ces raccourcis faciles et qu'on balance des trucs faciles, ah bah oui, on joue beaucoup plus de matchs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Non, c'est pas vrai. Par contre, est-ce qu'il y a 20 ans, les joueurs parlaient moins? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va leur reprocher de parler plus? Non, c'est complètement con. Est-ce que les petits clubs ont augmenté le nombre de matchs? Pas vraiment. Il faut prendre tout ça en compte et puis avoir un débat constructif et voilà, réfléchir à ça tous ensemble. Et un autre truc aussi qui m'intéresse. Après, je vais revenir sur vos commentaires parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes que je vois passer là dans le chat. C'est le fait de dire, le fait de revenir sur mon point précédent, le Payet à 37 ans qui joue encore. Et je lui souhaite de jouer le plus tard possible. Et d'un autre côté, comme dans le rapport de la FIFPro, de faire des comparaisons et de dire oui, bah, les joueurs jouent de plus en plus jeunes. Pourquoi ils jouent de plus en plus jeunes? Parce qu'ils sont exposés de plus en plus jeunes. Parce que les clubs les veulent de plus en plus jeunes. Parce que maintenant, recruter un jeune de 17 ans, c'est tout à fait complètement normal. Que je me souviens de débats lorsqu'on parlait de joueurs de 21 ans, on disait ah bah 20 ans à 21 ans, on peut plus dire que c'est un jeune, c'est plus un espoir. 22 ans, 23 ans, les mecs, ils sont déjà censés avoir marqué 45 buts en Ligue des Champions. C'est un minimum maintenant. Donc les mecs, ils commencent leur carrière à 17 ans. Donc bien évidemment que quand la FIFPro fait ce genre de comparaison, je vais vous retrouver ça, mais entre les apparitions en match de Frank Lampard, de David Beckham et Wayne Rooney et aujourd'hui Jude Bellingham, bien sûr que ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça n'a... C'est parce que jouer à 17 ans, avant, c'était une anormalité. Que Jude Bellingham, il a commencé, je crois, à jouer à 16 ans. Moi, je regardais des matchs de championship où il était à Birmingham, si je dis pas de bêtises. Contre Leeds, il était déjà là. Il avait 16 ans, le mec. Et c'était déjà le meilleur joueur de son équipe. Donc après, voilà. Mais il y a aussi un contexte général à prendre en compte. Tu compares Vinicius et Ronaldinho, il y a aussi un contexte général à prendre en compte. Et à l'époque, on disait déjà, Ronaldinho, il jouait beaucoup. Ronaldo, on disait déjà, il jouait beaucoup. Donc en fait, il y a aussi peut-être une industrie qui va vers un jeunisme exacerbé où on doit faire jouer les plus jeunes parce qu'on se dit, ils vont valoir de l'argent. Et après, on se dit, mais ils sont cramés à 25 ans. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte l'ensemble du truc. Et donc, peut-être que ces débats-là, si on les a de manière un petit peu plus intelligente, ça peut être plus intéressant. Et qu'un Raphaël Varane ou un Joël Matip qui prennent leur retraite aussi jeunes, c'est intéressant parce que c'est des mecs qui ont joué très jeunes dans des très gros clubs et qu'un Dimitri Payet qui continue à 37 ans ou un Cristiano Ronaldo à 40 ans, ce sont des exemples aussi intéressants qui disent quelque chose de l'évolution des techniques du football au niveau des soins, etc. Comme Varane et Matip disent quelque chose aussi du fait, surtout Varane, du fait de lancer les jeunes beaucoup trop tôt et de les cramer beaucoup trop tôt. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte et il faut avoir des débats intéressants, mais ça n'intéresse personne dans le foot. C'est mieux de faire des avis tranchés. Ricky qui dit donc si on parle des joueurs titulaires de l'élite, on parle de ceux qui passent leur temps libre en jet privé, chicha, ballon. Pas tous. Il y en a pas mal, qui font ça, mais il y en a pas mal aussi qui ont une vraie bonne hygiène de vie. J'ai vraiment trop de mal à adhérer au discours, même si dans l'absolu il se comprend. Dans les faits, j'ai pas l'impression qu'ils font tout ce qu'il faut de leur côté pour éviter les blessures. Idem pour les coachs qui sont eux-mêmes d'anciens joueurs de l'élite surmenés. Mais, en fait,
Alors pour les coachs, il y a aussi un débat très intéressant. Je pense que un mec comme Guardiola, il y a beaucoup de choses à dire. Le gars, il recrute tellement de joueurs qui pourraient faire trois équipes, mais il y a une rotation assez faible dans ces équipes. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il parle beaucoup du fait que oui, il y a trop de matchs, etc. Donc là-dessus, on est d'accord. Après, il y a des joueurs qui abusent un petit peu, ou alors il y a des joueurs dont les excès vont être très médiatisés, mais qui vont d'un autre côté être sérieux 80% de l'année. Et qui vont être vraiment dans une bulle, dans un truc, la majeure partie du temps. C'est quand même, je pense, une majorité de ces joueurs-là dans ces clubs-là. Après, qui en ait qui fassent un peu n'importe quoi. Voilà, après, comme tu dis aussi, Ricky, je pense pas que Platini avait des crampons et des ballons à 1000 € pour jouer sur des pelouses à 100 millions. Mais dans quelle mesure ces genres d'évolutions ont vraiment un impact, je sais pas. Mais ça rentre dans le même secteur que ce que je dis sur les chambres cryogénisées, les espèces de sarcophages là qu'utilisait Thiago Silva, ou là je regarde une série sur la NBA, LeBron James et utilise la même chose, etc. Donc en effet, toutes ces choses-là, à mon avis, elles ont un impact, et aussi sur le fait que tu es beaucoup mieux traité, que tu es beaucoup mieux suivi, que tu es des diététiciens, que Mohamed Salah a un chef chez lui, et pourquoi pas, il a plein de thunes et il a raison. Ouais, par exemple, Mohamed Salah, je pense que c'est quelqu'un qui prend bien soin de son corps. En fait, une fois que j'ai dit les joueurs ne jouent pas forcément beaucoup plus de matchs qu'il y a 20 ans, t'ouvres 20, 30 portes de débats qui sont très intéressants à avoir et qu'il faudrait documenter. Et le problème, c'est que généralement, on dit «Oh, on joue plus de matchs aujourd'hui, on s'arrête là». Quand je parlais de LeBron James, à Stima qui dit «Je suis d'accord sur l'exposition exagérée des joueurs qui sont au final devenus des marques. Un exemple complètement dingue, c'est le rythme des joueurs de NBA, par exemple». C'est vrai, comme je dis, je regarde cette série sur Netflix et je vois Jason Tatum qui joue. Il y a un moment, il y a un épisode où c'est avant Noël et c'est genre 5 days before Christmas, 2 days before Christmas. Le mec, il joue aussi à Christmas. Il joue tous les matchs. Il joue tous les 2-3 jours. Et il dit oh, c'est un honneur de jouer à Noël et tout. C'est quelque chose en effet et qui est intéressant. Et d'un autre côté, tu as tout cette glorification de l'hygiène de vie d'un LeBron James qui est là, qui justement passe des moments dans ces espèces de sarcophages froids là, je sais pas comment on les appelle, qui les jours des matchs à 19h, lui il est là à 6h au stade en train de faire des abdos et des trucs comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à prendre en compte. Benjamin Mendy tendait à dire que l'immense majorité des citizens avaient la même hygiène de vie que lui. Ouais, j'ai vu ça. Mais en fait, il y a aussi ce truc où euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui se laissent aller. Après, quand on dit après, il faut faire attention à dire l'immense majorité. Il faut aussi faire attention aux raccourcis où tu vois Jack Grealish complètement bourré pendant une semaine après avoir tout gagné pendant un an et fait une saison à je sais pas combien de matchs. Et dire bah voilà Jack Grealish, t'as vu le machin truc, c'est une épave, le mec qui tient à peine debout. C'est marrant. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait pendant un an? Qu'est-ce qu'il a fait pendant un an? Est-ce que à un moment il n'a pas le droit de se laisser un petit peu aller? Il y a plein de joueurs qui ne se laissent jamais aller, qui sont là, qui sont H24 à la salle, qui font des efforts, machin. Parce que Grealish, si je dis pas d'erreur, c'était en 2023. Et voilà, on va voir ici la saison de Jack Grealish 2022-2023. 58 matchs quand même. Donc le gars avait quand même joué 58 matchs. Donc en effet...
En effet, il a party hard, quoi. Mais après, il avait aussi work hard before. Ah, putain, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. J'ai pensé au sketch des inconnus. Oh, mais tant qu'on a les mains libres. Les quoi les free hands, excuse-moi. Voilà. Voilà. Ce live part un petit peu dans tous les sens. Il y a des moments où tu peux aussi te laisser aller, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs quand même. C'est pas, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui font très gaffe la majeure partie du temps et qui vont avoir des semaines de vacances comment dire, comment dire, très agitées. Il y a ce truc de se dire, tu es un privilégié par rapport à ton salaire, par rapport au travail que tu fais. Euh, c'est une vérité aussi. C'est une vérité aussi. Donc, ces sacrifices, peut-être que tu peux avoir des vacances un peu plus calmes, peut-être que tu peux voilà, faire un petit peu plus attention. Pourquoi pas? Ça s'entend aussi. Ça s'entend aussi. À City, tu peux pas te laisser aller. Sandra Montreux et Guardiola te met hors groupe. Nasri l'avait expliqué. Ah, il y a aussi une certaine discipline dans ces clubs-là. Après, quand on avait reçu Nasri aussi, par exemple, Ryan avait fait une petite interview après avec lui. Et puis il avait dit ailleurs aussi. Il avait dit ce truc. Voilà, j'aurais peut-être pu attendre après pour me faire plaisir et tout, mais j'avais envie de me faire plaisir maintenant. Donc c'est pour ça que je prends ma retraite. Pourquoi pas, c'est respectable. C'est respectable. Après, Nasri, il sait aussi qu'il aurait peut-être pu aller encore plus haut. Il y a aussi ce truc-là. Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller un peu plus haut encore? Gascogne était un extraterrestre du talent, mais carrière hachée par son hygiène de vie, rouné en un autre. Bon, Gascogne, il y avait aussi pas mal de problèmes mentaux. Il avait l'air d'être, enfin, parce que j'ai vu des reportages, tout ça, il avait eu des traumas dans sa vie, il y avait pas mal de trucs, donc en effet, sa vie privée, c'était très compliqué. C'était plus compliqué. Ils sont à plus de 5 semaines de congés payés, c'est fait. Qui va trop loin, Ricky. Allez, on va aller faire un petit tour là-dessus, parce que justement, voilà, j'ai vraiment pas envie de dire que ces revendications n'ont pas le droit d'exister, hein. J'insiste vraiment là-dessus. Je pense qu'ils ont raison. Je suis plutôt content de voir les joueurs avoir une réflexivité sur leur activité. C'est très très bien. Mais par contre, voilà, il faut que cette réflexivité, elle soit utilisée avec des trucs assez intelligents. Voilà, alors on va... non, ça c'est le point de vue des entraîneurs, mais dans ce rapport de la FIFPro, tu as, voilà, par exemple, cette répartition du temps, et du temps passé sur le lieu de travail. Là, le joueur 1 qui n'a pas participé à l'Euro 2024, il a 81% du temps de travail, 19% de temps privé, avec 10% de pause hors saison et 9% jours et repos en cours de saison. Alors, je me suis posé cette question justement en me disant, parce que, attendez, je vois que vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a ma tête. Est-ce que c'est comparable aux salariés de base? En fait, c'est 19% de temps privé, 81% de temps de travail. Il me semble que la répartition, logiquement, devrait être un peu différente. Je pense que la personne, le travailleur de base, bah écoutez, on va faire une petite recherche, hein. Ça ne mange pas de pain, hein. Répartition, temps de travail. Temps de travail, temps privé, salarié France. Je pense que ça doit exister. Temps de travail, le ministère du Travail et de l'Emploi, peut-être. Si vous trouvez un truc comme ça un petit peu sur la répartition, je suis preneur, n'hésitez pas à me mettre ça dans le chat.
Non, non, là on est sur un truc différent. Parce que ce serait intéressant de savoir justement l'INSEE. Justement, si c'est très différent du travailleur normal. Non, je ne veux pas participer. Euh, Ouais, c'est pas non plus durée habituelle, durée moyenne, nombre de jours travaillés dans l'année. Là, on a un truc sur l'INSEE, durée effective, vivant seul, en couple. Ouais, on n'a pas vraiment cette même division. Ensemble des salariés, la nuit. Non, on est plus sur quelque chose, on n'est pas trop sur le temps de loisir. Je sais pas si quelqu'un. Impossible d'être 20% chez toi quand tu dors minimum 40%. Compte un jour entier de travail quand le mec s'entraîne 2 heures dans la journée, dirait qu'il... Oui, 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 c'est ça. Mais même, il compte aussi, par exemple, les déplacements comme temps de travail. C'est compréhensible parce que tu n'es pas chez toi, tu es censé te préparer, etc. Impossible d'être 20% chez toi quand tu dors minimum 40% du temps pour un footeux, 8 heures de taf par jour, le travail normal c'est 33%, donc les 80... Ouais, oui, oui, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup, il y a beaucoup de bémols à apporter en effet sur le temps de travail effectif d'un footballeur, mais on le demande aussi aux footballeurs, voilà, de faire ce travail invisible, etc. Bon, il faudrait que je cherche mieux. Là, j'essaye de trouver un petit peu des trucs, mais c'est pas génial ce que je vois là, par exemple, sur l'INSEE. On a les durées annuelles effectives en heures travaillées en 2022. Ouais, salarié à temps partiel. Bon, ça va pas nous donner, ça va pas nous donner quelque chose de très intéressant, mais en effet, l'activité même de footballeur est un peu particulière et le fait peut-être d'avoir un peu moins de temps de repos. C'est un peu compliqué. Après, voilà, parce que je vous remets ça. Vous voyez, ici, dans ce qui est calculé, tu as aussi quand déplacement de l'équipe nationale, match de l'équipe nationale, déplacement du club. Donc, tu as beaucoup de trucs. Entraînement, répartition en club. Donc, tu as aussi des moments où tu vas simplement manger, où tu vas être au club. Après, tu as d'autres trucs parce que tu ne fais pas que t'entraîner. Tu dois aussi parler à la presse, faire ce genre de truc qui est un vrai boulot là pour eux. Et ça, je le comprends. Mais plus de ça, ce sont des athlètes de haut niveau, donc qui ont un boulot un peu spécial. Donc on est sur quelque chose un peu spécial. On est 81% du temps de travail, 19% de temps privé, donc pour le joueur n'ayant pas participé à l'Euro 2024. Et pour celui ayant participé à l'Euro 2024, on est à 88% de temps de travail, 12% de temps privé, où il va vraiment pouvoir se reposer. Bon, voilà, ça donne des idées, ça donne des petits trucs, des petites notions. Quand on parle de tout ça, il y a pas mal de choses à prendre en compte et il y a pas mal de trucs erronés dans ce qu'on raconte sur ce débat. Et on va terminer avec salut Piram. Et désolé, on a bientôt fini. On va terminer avec cette question de Ricky et parce qu'elle m'intéresse. Il devient quoi le King Bouna? Alors attendez, je vais aller voir ça parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que devient notre ami Bounassar. Qui avait donné une interview très intéressante à l'équipe en fin de mercato, où justement, lui, il était absolument pas dans... Bah, il est toujours au chômage, il me semble, Mbouna. Donc, il n'a pas retrouvé de club, mais il était absolument pas dans un truc larmoyant, genre oui, bah, je retrouve pas de club, machin. Bounassar à la SSE, le gros coup de septembre, ouais, mais c'est fou de zéro. Oh, yeah. Allez, est-ce qu'on va dire l'article de Foot 01 Ce peuple vert négocierait actuellement avec les dirigeants de la SSE et ceux de la Real Sociedad. En effet, selon les informations du peuple vert, Sainté négocie actuellement avec Bounassar. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, le joueur de 32 ans recherche un nouveau challenge pour relancer sa carrière.
Et ben franchement, ce serait pas mal pour lui, la SSE Bounassar. Franchement, on lui souhaite. Mais attends, mais parce que comment il le ferait venir du coup? Oui, non, je pense que quand tu es sans contrat, oui, c'est comme Rabiot. Cette interview de Bounassar, elle était où? Parce qu'elle était pas mal, voilà, c'était ici sur l'équipe, elle était pas mal, je trouvais. Il avait vraiment pas de truc où il disait, ouais, bah, le marché est particulier, machin. Euh, Par exemple, quand on lui dit le marché est particulier cet été, est-ce que je vous partage bien l'écran là? Oui. Oui, entre l'euro, le feuilleton des droits télé, il a mis du temps à démarrer. Après, je savais que je n'étais pas un premier choix sur le marché au début de l'été. Un club cherche un numéro un avec une valeur marchande et des garanties. La perle rare. Moi, plus les jours passent, plus cela devient intéressant pour moi. Et les contacts avec les clubs peuvent s'intensifier car ils cherchent alors un autre type d'opportunité. Les joueurs libres deviennent des pistes pertinentes. Avez-vous baissé vos prétentions en termes de rémunération? Bien sûr, il faut être franc, conscient des réalités du marché, prendre sa température. Sans me démonétiser, je ne suis pas en position de demander ce que je gagnais au Bayern ou même de m'en approcher. Je recherche un projet pour me relancer, retrouver du plaisir, faire les efforts pour une équipe, pas du financier. Je suis ouvert à pas mal de défis et si un jour cela me permet de rejouer dans un grand club, pourquoi pas? Vous savez, je ne peux être que zen dans notre société. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mauvaise santé, dans la précarité ou l'inconfort. Moi, je veux juste revivre de ma passion, car je sais que l'aventure n'est pas finie. Voilà, il est pas mal, Bouna, hein, franchement. Et, franchement, pas mal. Bouna, voilà, il est conscient de la chance inouïe qu'il a eue, comme tu dis, Ricky. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il est un peu au Bayern, au top de sa carrière, sur un concours de circonstances où vraiment il recherche quelqu'un. Ils ont fait un match amical contre lui. Il a été très bon. Pourquoi pas, ce serait pas mal. Après franchement, Saint-Etienne, ce serait bien. Je serais content de voir Bounassar à Saint-Etienne, ce serait bien pour lui, qu'il termine sa carrière là-bas, ce serait bien. Et voilà. Voilà, messieurs, dames, on va s'arrêter là. Je suis désolé pour ce petit bug que j'ai eu au tout début. Si vous regardez ce live en replay sur YouTube, je vais vous mettre le lien pour aller vers le rapport de la FIF Pro. Ce rapport de la FIF Pro, je vais vous le mettre tout de suite en chat, dans le chat sur Twitch parce que vous le méritez bien. Ça va vous faire de la lecture. C'est franchement assez intéressant. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merde, j'ai perdu mon abonné le plus fidèle, Ricky, à cause de ce bug du début. Je sais. Je suis désolé, je ne peux rien faire, je ne peux que m'excuser. Et donc voilà, si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et si je me sens, demain, on fera peut-être un petit live. Un petit live pour parler de l'OM. Ça me tente un petit peu, vous savez, avec l'OM. C'est un peu particulier. Mais, ah oui, attends, bon, je vais finir là-dessus, mais peut-être que demain on fera un petit live pour discuter de tous les trucs que que je ne comprends pas, dont on ne parle pas, en fait. On n'arrête pas de me dire, quand j'entends sur la baisse de régime de l'OM de De Zerbi, il y a plein de trucs, je me dis, mais pourquoi on parle pas de ça? Mais c'est évident, ça. Il y a au moins deux trucs assez évidents dont on ne parle pas. Je ne comprends pas trop pourquoi on n'en parle pas. Donc à la limite, on pourrait parler de ça demain. On pourrait faire un petit live OM demain et vous parler de deux trois trucs assez évidents dont on ne parle pas. Et oui, et je termine. Je suis content que tu aies réussi l'article de la disparition, Ricky. Désolé pour ce retard. En plus, oui, tu m'en avais parlé la dernière fois et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc je suis content que tu l'aies reçu. Et Martigues, on pourrait en parler aussi. On pourrait en parler. C'est ce que Farid nous dit dans le chat, parler de Martigues.
Ouais, Martigues, c'est quand même inquiétant, hein. Et franchement, je les ai commentés une fois pour Bastia Martigues, donc pour France Bleu, mais côté Bastia. Et je suis retourné au Vélodrome voir un autre match. L'autre, je pouvais pas, j'étais pas là. Mais waouh, c'était d'une tristesse Martigues au Vélodrome. C'était d'une tristesse, mais dans tous les sens du terme, parce que tu savais que ça coûtait un bras au club. Il y avait personne dans les tribunes. Martigues-Grenoble, les Grenoblois, ils étaient 100, ils ont mis 300 fois plus d'ambiance que les Martégots qui étaient, je sais même pas combien. Il y avait aucune ambiance, il y avait rien. L'équipe se promenait des branlées sur le terrain. C'était horrible à voir. Si tu disais, putain, ça manque vraiment de qualité. Et puis il y avait un autre truc, c'était le désintérêt. C'était horrible, il y avait un désintérêt. C'est quand même de la D2. Il y a personne dans le stade, il y a personne pour les médias. Il y avait la Provence, la Marseillaise, sinon personne s'intéressait au FC Martigues, quoi. Et Maritima, c'est vrai. Il y a et Maritima, parce que Maritima, c'est Martigues même, donc heureusement qui sont là. Mais c'est d'une tristesse. Oh, c'était d'une tristesse. Mais vraiment, quand on compare, quand on va au Vélodrome pour un match de l'OM et qu'on va 5 jours après pour un match de Martigues, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment d'une grande tristesse et ça interroge aussi sur le football professionnel en France et dans la région. Bon, je vous laisse sur ces paroles bien six-sat football pour bien terminer. Et je vous dis donc peut-être à demain où on parlera peut-être un petit peu de l'OM et de ces trucs évidents dont personne ne parle sur l'OM de 2 Herbie. Je ne sais pas pourquoi. Merci à vous, à bientôt. Ciao.